Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en avril 1792, le 25 avril, en fin de matinée, le soleil a un petit peu de mal à traverser tous les nuages qui s'accumulent dans le ciel de Strasbourg. À ce moment-là, une estafette entre dans la ville, car un message de la plus haute importance doit parvenir aux autorités strasbourgeoises. Il faut vous dire que 5 jours plus tôt, donc le calcul est vite fait, le 20 avril, la France, la nation française, a déclaré la guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Quand je dis la nation française, nous sommes dans ce moment un peu particulier. Le roi des Français se trouve être Louis XVI, bien sûr, et c'est Louis XVI qui officiellement a fait à l'Assemblée nationale législative la proposition de cette guerre. En réalité, le roi de France le roi des Français, est contraint d'attaquer la maison d'Autriche, gouvernée par un neveu de sa femme, celui qui deviendra l'empereur du Saint-Empire sous le nom de François II. Cette décision va marquer le début des guerres révolutionnaires contre l'Europe. C'est ce qu'on appelle la première coalition. En avril 92, cette décision est célébrée par les autorités de la ville de Strasbourg. Vous imaginez bien que Strasbourg est au premier rang. C'est ici qu'est réuni l'état-major de l'armée du Rhin avec son commandant, le maréchal Luckner. Il y a un homme qui, dans la création de cette Marseillaise que nous allons suivre aujourd'hui, il y a un homme qui va jouer un rôle, c'est le maire de Strasbourg. C'est le baron Frédéric de Dietrich. Malgré cette ascendance nobiliaire, Dietrich fait partie de ceux qui croient aux idées de 1789 et pour fêter la déclaration que la nation française, déclaration de guerre à l'Europe, eh bien, il décide d'organiser le soir même une sorte de grand rassemblement, une grande fête. Sauf qu'avant cela, il fait lire la déclaration de guerre sur toutes les places de la ville et qu'il fait recouvrir des murs entiers de placards qui appellent à la mobilisation. Voici les formules qu'on peut lire sur ce genre d'affiche. Aux armes, citoyens, vous voyez, aux armes, citoyens. L'étendard de la guerre est déployé. Le signal est donné. Aux armes, on fait distribuer du vin, de la bière, on est à Strasbourg, aux soldats qui se massent dans les rues de la ville. La foule semble assez échauffée, personne n'ose manifester en public la crainte qu'il peut avoir de la tournure des événements dans les semaines à venir. Je cite Stefan Zweig, donc, dans Les très riches heures de l'humanité, un ouvrage qui est un véritable florilège de moments extraordinaires de l'histoire. Ce même soir du mercredi 25 avril, Dietrich convie dans sa spacieuse demeure de la place de Broglie, à Strasbourg on dit Broglie, les généraux, les officiers, les hauts fonctionnaires à une fête d'adieu à laquelle l'enthousiasme donne prématurément le caractère d'une fête de la victoire. Les généraux, sûrs de vaincre, comme tous les généraux, président. Les jeunes officiers qui voient se réaliser dans la guerre la signification de leur vie parlent librement. On s'exalte mutuellement, on lève les épées, on s'embrasse, on trinque et l'excellence des vins rend les discours de plus en plus passionnés. Les stimulants appels des journaux et des proclamations reviennent dans toutes les allocutions. Aux armes, citoyens, maintenant que l'étendard de la victoire est déployé, le jour est venu de promener ces 3 couleurs à travers le monde. Que chacun donne le meilleur de soi pour le roi, pour le drapeau, pour la liberté. On est encore dans ce début de 1792 où ce sont bien les idéaux de la première révolution qui s'expriment. Et puis, à un moment, on va porter des toasts et le maire prend la parole et s'adresse à un jeune capitaine du génie. Et voici ce qu'on demande à ce capitaine. Il s'appelle Rouget de Lille. Tiens, monsieur de Lille, faites-nous donc quelques beaux chants pour ce peuple soldat qui surgit de toutes parts à l'appel de la patrie en danger, et vous aurez bien mérité de la nation. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est peut-être le moment de s'intéresser d'un peu plus près à ce jeune capitaine du génie, Claude-Joseph Rouget, qui est né en 1760 à Lons-le-Saunier, dans l'actuel département du Jura, bien sûr. À sa naissance, Claude-Joseph ne portait que le nom de Rouget et vers l'âge de 15 ans, il a reçu des lettres d'anoblissement puisque son père a acheté ce titre de Lille. Il devient donc à ce moment-là Rouget de Lille, père qui souhaitait que son fils entre dans l'école royale du génie de Mézières. Et il fallait donc des titres de noblesse pour ça.
Rouget de Lisle est un bel homme qui acquiert la réputation d'être un don Juan, et parce qu'il se sent une âme d'artiste et que c'est très à la mode dans cette période du règne de Louis XVI, eh bien il écrit des vers pour séduire. Il a 24 ans en 84, il est aspirant lieutenant au corps royal du génie et le voilà envoyé à Mont-Dauphin où il va rester jusqu'au premier temps de la Révolution, jusqu'en 1790. Il en ressort avec le grade de lieutenant et décide en février 90 de se mettre en congé, de monter à la capitale, si j'ose dire, pour aller vivre de près ces événements révolutionnaires dont on parle tellement dans les provinces, mais que l'on ne peut vivre lorsqu'on s'y trouve que d'un peu loin. Il a l'intention non seulement de vivre les événements, mais de se consacrer à son talent de poète. Et pendant près d'un an, on le voit qui ne cesse d'écrire des comédies, des opéras, il écrit des pièces de théâtre, mais disons les choses, il n'y a pas beaucoup de succès. D'ailleurs, il va devoir arrêter cette carrière théâtrale puisqu'il est nommé capitaine le 1er avril 91 et doit rejoindre son régiment. C'est comme ça qu'il arrive à Strasbourg et avec lui, il emporte un hymne qu'il vient d'écrire, un hymne à la liberté. Il a présenté au maire de Strasbourg qu'il a rencontré au sein d'une loge maçonnique, c'est important de le préciser. Il a présenté cet hymne, Dietrich est emballé par ce morceau. Il sympathise avec le jeune capitaine qui a 31 ans à ce moment-là et donc, au soir du 25 avril 92, vous comprenez que Rouget de Lisle soit invité à la grande réception qui doit fêter l'entrée en guerre de la France. Et quand le premier magistrat de la ville de Strasbourg lui demande d'écrire un nouveau chant pour célébrer l'entrée en guerre, eh bien, Rouget de Lisle se met au travail. Il a regagné son logis, le capitaine Rouget. Il fait nuit là depuis bien longtemps. Il est dans sa petite chambre de la rue de la Mésange. Il a promis d'écrire donc quelque chose pour célébrer cette déclaration de guerre. Il s'attelle à la tâche et il se met à réfléchir. Et comme m'a dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission, le mieux qu'on puisse faire là, c'est de céder la parole à Stefan Zweig puisqu'il raconte ça très bien. Je cite le grand auteur viennois. « Il va et vient avec agitation dans son étroit logis. Comment commencer ? Oui, comment ? Les exhortations enflammées des proclamations, des discours, des toasts résonnent encore pêle-mêle à ses oreilles. Aux armes, citoyens ! Marchons, enfants de la liberté ! Mais il se rappelle aussi d'autres bouts de phrases qui l'ont frappé dans la rue, des voix de femmes qui tremblaient pour leurs fils, de gens qui craignaient que les cohortes étrangères ne bouleversent la terre de France et ne l'abreuvent de sang. C'est dans une demi-inconscience qu'il écrit les premières strophes qui ne sont que la répétition, l'écho des appels entendus. « Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé !» Puis, il s'arrête et réfléchit. Ça va, le début est bon. Il faut maintenant trouver le rythme exact, l'air qui convient aux paroles. Il sort son violon, fait un essai, ô miracle. Dès les premières mesures, la musique s'accorde parfaitement avec le texte. Il continue d'écrire en toute hâte, déjà enlevé, emporté par une force qui vient s'emparer de lui. Et soudain, tous les sentiments explosent à cette heure. La haine des tyrans, la confiance dans la victoire, l'amour de la liberté, tout cela afflue en lui. Rouget n'a pas besoin de composer car le rythme de la rue, de l'heure lui arrive à travers ses volets fermés, ce rythme fier et provoquant qu'on n'entend pas, qu'on entend dans les pas cadencés des soldats, qu'on entend dans les sonneries des trompettes, dans le roulement des canons qui passent. Il écrit Rouget, il noircit des papiers, des partitions, il est si inspiré que dans cette atmosphère où l'armée se prépare à prendre les armes pour cette grande idée de la liberté, amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Il y a toute une phraséologie de l'époque, liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs. Et les heures passent, il noircit des pages et après avoir rédigé ces 6 strophes ainsi qu'un refrain, il éteint sa lampe et se jette sur son lit. Et lorsqu'il se réveille, après une courte nuit, disons les choses, il retrouve ses feuillets qui sont là et part sur le bureau, il relit son travail, il est content du résultat. Alors, il partage ses paroles avec son voisin de palier qui a l'air très enthousiaste lui aussi. Est-ce qu'il aurait composé un chef-d'œuvre après tout ? Lui qui n'avait connu que des échecs sur le plan littéraire, voilà qu'il tient peut-être enfin une sorte de succès.
Rouget de Lisle est en train maintenant bien proprement de retranscrire son travail et le voilà qui court chez le maire. Le maire est en train de marcher dans son jardin et il cherche l'inspiration pour un discours qui soit lui aussi à la hauteur des circonstances et c'est à ce moment-là que le jeune capitaine lui tend ce qu'il a fait. Tenez, voilà ce que vous m'avez demandé, monsieur le maire, mais j'ai peur que ce ne soit pas trop bon. Dietrich s'empare du manuscrit, il lit. Montons au salon, que j'essaie votre air, dit-il. Alors, il appelle sa femme et sa nièce, Dietrich, pour déchiffrer les partitions et chanter ensemble cet hymne. Madame Dietrich se met au clavecin et tous en chœur, les voilà qui entonnent les paroles du capitaine. Voici ce qu'il écrira dans ses mémoires. À chaque strophe, voilà l'oncle et les nièces qui, dans leur transport, accourent à moi. On se pressait l'un contre l'autre, on s'embrassait follement. Le papa Dietrich pleurait, trépignait, battait des mains. Et le morceau plaît, c'est certain, et Madame Dietrich promet d'en faire toutes les copies possibles pour la réception qu'on va organiser le dimanche 29 avril. D'ici là, il faut trouver un nom à cet hymne, et Rouget de Lisle appelle ça tout simplement, très naturellement, chant de guerre pour l'armée du Rhin. Chant de guerre pour l'armée du Rhin, et il va dédier son chant au commandant de cette armée, au maréchal Luckner. Le dimanche 29 avril, donc toute l'élite de Strasbourg, tout l'état-major, tout le monde est là, présent. L'hymne fait florès et un éditeur propose de diffuser des partitions et de le faire gratuitement. Voici ce que Madame Dietrich écrit à son frère. Cher frère, je te dirais que depuis quelques jours, je ne fais que copier ou transcrire de la musique, occupation qui m'amuse et me distrait beaucoup. Tu sais que nous recevons beaucoup de monde et qu'il faut constamment inventer de nouvelles distractions. Mon mari a imaginé de faire composer un chant de circonstance. Le capitaine du génie Rouget de Lisle, un poète et compositeur fort aimable, a rapidement fait la musique du chant de guerre. Mon mari, qui est bon ténor, a chanté le morceau, qui est fort entraînant et d'une certaine originalité. C'est du Gluck en mieux. Plus vif et plus alerte. Moi, de mon côté, j'ai mis mon talent d'orchestration en jeu, j'ai arrangé les partitions pour clavecin et autres instruments, j'ai donc beaucoup à travailler. Le morceau a été joué chez nous à la grande satisfaction de l'assistance. Et c'est ainsi que de main en main, les paroles de ce chant de guerre, mais aussi sa musique, vont faire d'abord le tour de la ville, et puis le tour de l'Alsace, et puis bientôt le tour de toute la France. Et ça fait 2 mois maintenant que ce chant de guerre pour l'armée du Rhin a été composé par Rouget de Lisle. Et on peut dire qu'évidemment, la première ferveur est un petit peu retombée maintenant, et d'autant plus que l'armée française recule face aux troupes étrangères et que la patrie sera bientôt en danger. La suite, c'est à Marseille que nous allons la vivre. Vous vous en doutez bien. À Marseille se trouve un jeune médecin du nom de François Mireur. Il a 22 ans. Il vient d'arriver de Montpellier. Et s'il est à Marseille, c'est qu'il a pour mission de recruter des volontaires pour aller combattre les Autrichiens. Et François Mireur doit prendre la parole devant pas mal de monde pour galvaniser le moral des troupes. Il cherche un chant qu'il a entendu à Montpellier à l'occasion d'un enterrement patriotique. Il a été frappé par la qualité de ce chant. Et voilà comment le 21 juin 92, devant le Club des Amis de la Constitution de Marseille, le jeune médecin entonne donc le chant de guerre pour l'armée du Rhin. Et il est très surpris parce qu'il y a là 600 personnes environ et tout le monde reprend le refrain et se met à chanter, non pas 1, mais 2, 3 fois. Le chant se répand à travers Marseille. Tout le monde, tous les mobilisés le connaissent bientôt par cœur. Et c'est le mois suivant, en juillet 92, que tous ces Marseillais arrivent à Paris. Et sur la route, ils entonnent ce chant qu'ils sont en train de rendre célèbre. Je cite Stefan Zweig encore une fois. Le 30 juillet 92, le bataillon entre dans les faubourgs, drapeaux en tête. Dans les rues, des milliers de personnes attendent les Marseillais pour les acclamer. Et lorsque ces 600 hommes s'avancent, scandant avec un ensemble parfait leur marche d'un air qu'ils recommencent inlassablement, la foule prête l'oreille. Quel est cet hymne emballant que chantent les Marseillais ? Ne dirait-on pas un appel de trompette qui traverse les cœurs, accompagné d'un vibrant roulement de tambour, écrit Zweig ? 2 ou 3 heures plus tard, le refrain court les rues. Oubliez le ça ira, oubliez les vieilles marches, leurs couplets désuets. La Révolution a reconnu sa voix. La Révolution a découvert son hymne et ce chant de guerre pour l'armée du Rhin, désormais, tout le monde ne l'appellera plus que la Marseillaise. Franck Ferrand sur Radio Classique. Qui va devenir
chant national à la suite du décret du 14 juillet 95. Alors, et Rouget, me direz-vous, Rouget de Lille, on pourrait faire une émission entière sur la vie de Rouget de Lille. Si on ne devait s'intéresser qu'à la période révolutionnaire, faudrait dire que pour lui, la décennie 90 a été difficile. Il ne se reconnaît pas dans la marche des événements, si je puis dire. D'ailleurs, Dietrich a été guillotiné en décembre 93, tout comme le maréchal Luckner, quelques semaines plus tard. Évidemment, Rouget de Lille n'est plus du tout d'accord avec ce qui se passe. Je cite Jean Tullard. Son patriotisme était incontestable, mais il ne cachait pas ses sympathies royalistes. La Révolution avait pris un tour trop rapide à ses yeux. Il accueille avec indignation la chute de la monarchie le 10 août, et pourtant, c'est à ces mêmes fédérés marseillais qui ont pris d'assaut les Tuileries que le chant de guerre pour l'armée du Rhin a dû sa popularité. Et oui, c'est tout le paradoxe de ces moments de révolution. Qu'est-ce que vous voulez ? En septembre 90, le capitaine Rouget de Lille est suspendu de ses fonctions. C'est en arrivant dans la capitale qu'il a entendu ce chant repris en chœur par tout le monde. Il écrit dans ses mémoires qu'il entend un petit garçon qui chante cet hymne. Il est interloqué, il lui dit « Mais que chantes-tu là, mon garçon ?»« Comment donc, monsieur, ce que je chante là ? Mais c'est la chanson des Marseillais. Est-ce que vous la connaissez pas ? Tout le monde connaît ça par cœur. » Oh, si, je la connais bien et je la sais par cœur comme toi, mais cette chanson, elle a été faite à Strasbourg, alors... Pourquoi l'appelles-tu marseillaise ? Oh, elle n'est pas de Strasbourg, monsieur. Ce sont les Marseillais qui l'ont composée. Ils l'ont portée à Paris. Ça se chante maintenant tous les soirs, sur toutes les scènes de tous les théâtres. L'année suivante, Rouget de Lille va faire un petit tour en prison. Il va être sauvé par Thermidor, comme tant d'autres, par la chute de Robespierre. Et il avait vraiment cru y passer. À ce moment-là, il avait dit à ses proches « J'ai fait chanter le monde, et bien maintenant, je vais mourir. » Vous écoutez Radio Classique.